Bonjour à tous et merci d'être là pour ce webinaire sur l'IA générative dans Salesforce, hein. On en entend beaucoup parler et là, l'idée, c'est de vous montrer des cas d'usage concrets en live dans Salesforce. Alors moi, je suis Agère Lucas, je suis Head of Sales chez Gimini et je suis accompagnée de Rémi, notre expert IA, qui va vous expliquer tout ça et surtout, n'hésitez pas à participer en posant des questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de la séance. Rémi, je te laisse la main. Merci Agère. Donc oui, une petite présentation sur l'IA générative dans Salesforce aujourd'hui pour vous montrer les différents cas d'usage qu'on peut avoir avec cette IA dont on entend beaucoup parler depuis une bonne année, facile. Alors, une première slide un petit peu théorique et puis ensuite, promis, on passera dans le vif du sujet après ça. Mais il me paraît important de définir les différents types d'IA qu'on peut rencontrer, puisque là, on commence à se voir succéder des générations d'IA. Jusqu'à présent, vous le voyez sur la première vague, on avait de l'IA prédictive qui est plutôt bien installée, hein, même qui commence à être bien utilisée sur les différentes orgs Salesforce. Et cette IA prédictive, alors elle fonctionnait comment? C'est on lui donne des inputs, on lui formule une requête, on lui donne de la donnée à analyser et l'IA prédictive, elle va répondre, elle va donner une réponse plutôt fermée. C'est-à-dire qu'elle va donner les probabilités d'une réponse parmi une liste de réponses qui sont prédéfinies. C'est pour ça que dans Salesforce, pour ceux qui connaissent, c'est typiquement l'usage qu'on a avec Einstein Case Classification, qui permet, lorsqu'une nouvelle requête est créée, de pouvoir typer cette requête-là, de la classifier selon une typologie. Et l'IA va pouvoir vous dire si cette requête, c'est plutôt une réclamation ou si c'est une demande d'information, etc. Donc voilà pour l'IA prédictive. Alors ça fonctionnait aussi pas mal pour mettre des scores ou prévoir des montants. On pense dans Salesforce à lead ou opportunity scoring, où on était capable notamment de noter une opportunité ou une piste, un prospect, pour connaître si on avait des chances de conclure avec ce prospect-là. Donc voilà pour l'IA prédictive. Et puis donc je vous disais, depuis un an maintenant, Salesforce parle d'IA générative. Là, la différence, c'est que les réponses que vont nous donner l'intelligence artificielle vont être plus ouvertes, puisque, comme son nom l'indique, l'IA générative va pouvoir générer du contenu. Alors pour l'instant, dans Salesforce, on a surtout du texte, mais pas que, on pourra avoir d'autres usages. Et voilà, donc là, c'est une nouvelle génération d'IA qui ne remplace pas forcément l'ancienne, hein. Chaque type d'intelligence artificielle répond à un besoin, à des use cases. Et voilà, donc les deux sont toujours utiles, les deux sont toujours utilisés. Salesforce et d'autres sociétés spécialisées commencent à réfléchir à ce que sera l'IA dans le futur, et on entend de plus en plus parler d'agents autonomes. Alors là, on n'y est pas encore. Mais là, on aura donc une IA un petit peu plus autonome pour prendre des initiatives. Puisque là, l'IA générative, ce qu'elle fait surtout, c'est analyser et générer du contenu. Après, les actions un petit peu plus complexes qui en découlent, c'est pour l'instant, en tout cas dans Salesforce, toujours paramétré avec nos bons vieux algorithmes. Là, on anticipe qu'avec les agents autonomes, l'IA pourra être un petit peu plus autonome pour faire des actions un petit peu plus poussées. Du style, créez-moi un rapport sur les opportunités gagnées le mois dernier, par exemple. Là, actuellement, l'IA générative, elle n'est pas faite pour ça. Pas encore, et en tout cas pas sans l'aide d'un petit peu d'algorithme. Bon, et puis après, sur la dernière vague, bon, je pense que Salesforce ne sait même pas encore bien
À quoi ça ressemblera? Est-ce que l'IA prendra le contrôle de l'humanité? On verra. Donc voilà pour cette partie un petit peu plus théorique. Et donc, comme promis, l'idée c'est qu'on vous montre aujourd'hui, comment ça se passe réellement dans l'outil Salesforce. Donc déjà, donc les use cases, mais on vous montrera aussi comment c'est paramétré derrière sous le capot. Et pour ça, on a imaginé 3 use cases qui se prêtent particulièrement bien à l'IA générative, dont on va parler aujourd'hui. Le premier, c'est que l'IA peut nous assister pour renseigner un champ de type texte long par un résumé. C'est quelque chose que l'IA sait particulièrement bien faire des résumés, générer des textes de résumés avec la donnée qu'on lui donne. Donc on verra ça. Le deuxième use case qu'on verra, ce sera plus de l'analyse que de la génération de contenu. Là, ici, on va faire une requête à l'assistant conversationnel de Salesforce, qui s'appelle Einstein Copilot. Et on va lui demander de rechercher une formation spécifique en langue humaine dans notre catalogue de formation, puisque Gimini est également organisme de formation. Et le troisième et dernier cas d'usage, ce sera un brouillon d'email, puisque l'IA générative peut pré-rédiger des emails un petit peu personnalisés, un petit peu contextualisés, à envoyer à nos clients. Donc voilà, sans plus attendre, je bascule dans l'org pour le premier cas d'usage. Alors ici, on est sur une fiche de compte, vous reconnaissez, donc sur la société Gimini, qui est expert intégrateur de Salesforce. Et vous pouvez voir sur la partie droite que nous avons plusieurs consultants sur Salesforce qui ont chacun des domaines de compétences, des spécialisations qui sont propres et qui sont renseignés ici. Pour la petite histoire, dans un champ de type multi-pick list. C'est une sélection multiple, c'est à la carte, on assigne des compétences à nos consultants. Et si on descend un petit peu dans la page, vous voyez ici qu'on a un champ pour résumer les compétences de tous nos consultants, qu'on n'affiche pas là, hein, parce qu'on est quand même plus que ça. Et vous voyez que sur ce champ, j'ai ici la possibilité de le modifier, mais vous voyez la petite étoile qui est juste au-dessus du crayon indique que on peut être assisté par l'intelligence artificielle pour renseigner ce champ. La fonctionnalité s'appelle Field Generation. Et je vous montrerai encore une fois comment c'est paramétré. Donc là, si je clique pour modifier ce champ-là, vous voyez que j'ai les petites étoiles qui brillent et que je peux être assisté par Einstein pour renseigner ce champ. Là, Einstein fait son analyse et il sait à l'avance ce qu'il va devoir faire, ce que je vais lui demander. Un résumé des compétences des consultants Gimini. Il le sait parce que je l'ai paramétré au préalable, je vous montrerai comment. Donc voilà, Einstein a été en mesure de nous faire ce résumé-là. Éventuellement, si je veux le modifier un petit peu, je peux discuter avec lui. Hop. Et puis, si je veux crâner un peu, je lui dis ajoute à la fin la compétence IA générative et Einstein au global. Et il va reprendre à peu près le même résumé. Et puis, vous voyez qu'il a ajusté son output à la fin. Donc, vous voyez que là, je peux dialoguer avec l'intelligence artificielle pour itérer sur ma demande, améliorer, affiner ma demande. Puis, une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je clique sur le bouton et puis le champ est renseigné ici. Et voilà. Alors,
Comment ça fonctionne sous le capot? Comment c'est paramétré? Déjà dans la page Lightning, ici, et une première chose qu'il faut savoir, c'est que cette fonctionnalité-là, qui s'appelle Field Generation, elle n'est pas paramétrable dans nos bonnes vieilles présentations de pages. Pour ceux qui connaissent Salesforce, nos page layouts, il faut basculer sur une fonctionnalité qui est relativement récente sur Lightning, qui sont les Dynamic Forms. Les Dynamic Forms permettent, comme les page layouts le faisaient avant, de drag and dropper les champs sur l'affichage. Et là, vous voyez que sur mon champ résumé des compétences, j'ai le petit logo Einstein qui m'indique que j'ai de l'IA dessus. Et j'ai cette nouvelle section qui apparaît pour choisir ce qu'on appelle un modèle d'invite, un prompt builder, ou un prompt template, pardon, qui sera paramétré dans le prompt builder. Et c'est donc dans ce prompt template qu'on va passer les instructions pour renseigner le champ de la bonne manière. Bon, là, je crois que j'en avais paramétré qu'un seul, mais voilà, vous pouvez sélectionner le template qui vous plaît. On va aller voir dans un instant ce qu'il y a justement dans ce modèle. Une dernière remarque importante, tant que je suis sur cette page, le résumé, donc la génération de texte, ne va marcher que sur des champs de type texte long. Puisque c'est de l'IA générative, c'est là pour générer du texte. Si vous allez sur le champ site web ici, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser l'IA générative. Les autres champs, c'est pareil. Par contre, si vous allez sur le champ description, vous avez accès à la possibilité d'utiliser Field Generation. Donc, voilà pour l'affichage. Allons voir maintenant ce qui se passe justement dans la configuration, comme je vous le disais. Alors, quand vous souscrivez à des licences Einstein, on en parlera en fin de présentation, hein, des licences nécessaires pour avoir toutes ces fonctionnalités-là. Vous avez un menu qui apparaît ici, Einstein dans la configuration, et surtout IA générative Einstein. Alors, ça commence par la configuration globale de l'outil. Vous l'activez ici. Et bon, c'est surtout pour ça qu'est utilisé ce menu-là. Ce qui va vraiment nous intéresser, nous, dans ce qu'on vient de voir, c'est donc les modèles d'invite qui sont paramétrables dans les générateurs d'invite, donc les prompt builders. Donc, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont proposés en standard. Mais vous pouvez aussi en créer des personnalisés. Donc, c'est ce qu'on a fait pour notre résumé des compétences. Et ça se présente comme ça. Donc, vous avez une première section où vous allez pouvoir renseigner sur quel objet et sur quel champ va porter la génération de texte. Donc là, vous devinez que quand vous faites un modèle d'invite, c'est propre à un champ. Vous pouvez pas l'appliquer pour plusieurs. Vous devez faire plusieurs modèles d'invite, même si vous faites à peu près la même chose. Donc ça, c'est à savoir. Et ensuite, la partie la plus importante, vous l'aurez deviné, c'est ce qu'on appelle le prompt, qui n'est ni plus ni moins qu'une requête qu'on va formuler en langue humaine à l'intelligence artificielle pour la préparer à répondre à ce cas d'usage où on doit faire des résumés de compétences. Alors, ça demande un savoir-faire. On appelle ça d'ailleurs le prompt engineering, qui est une compétence sur laquelle il faut se former pour être à l'aise avec l'intelligence artificielle, puisque c'est finalement assez peu naturel pour nous, administrateurs et développeurs de Salesforce, de paramétrer en quelque sorte Salesforce en langue humaine, et non plus avec nos algorithmes, donc avec nos flows, avec notre code Apex. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Là, vous voyez que c'est un peu comme si je formulais une user story finalement.
On a un persona ici, on doit dire à peu près comme qui on se représente. On donne une instruction globale et puis ensuite on donne une instruction un peu plus claire en passant, vous le voyez ici, de la data, de la donnée du CRM en input pour que l'intelligence artificielle puisse faire son analyse. Ces ressources, elles sont là, hein. Donc, vous pouvez partir de plusieurs choses. Vous pouvez consulter des flows qui vont vous rapatrier de la donnée au préalable. Idem avec l'Apex. Ou alors, tout simplement, vous pouvez utiliser le compte et les listes associées au compte, comme on le voit là avec les contacts. Donc, voilà pour cette première partie-là. Donc, après, vous pouvez tester votre prompt. Si on prend au hasard mon compte préféré, ici, j'ai un compte en exemple. Je prévisualise. Et vous allez voir que je vais retrouver dans la partie gauche ici, donc mon prompt, mais cette fois nourri avec la donnée qu'il est allé chercher grâce au champ de fusion. Et vous voyez même ici au format un petit peu JSON, toute la liste associée des contacts avec mes contacts et puis les personnes ici, Bilal par exemple, et puis leurs compétences ici. Et vous voyez la réponse ici sur le côté droit. Donc vous pouvez tester la réponse que va vous donner l'intelligence artificielle. Et là, un autre point de vigilance, si je peux dire, que je peux vous donner, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une science exacte, contrairement à nos algorithmes. Donc là, de manière un petit peu surprenante, les réponses, elles peuvent varier, même si on lui repose la même question avec exactement les mêmes inputs. Ici, si je clique sur prévisualiser, j'aurai un résumé qui sera légèrement différent. Donc pourquoi je vous dis ça, c'est quand vous paramétrez vos prompts avant de passer en production, testez bien, itérez bien, jouez bien avec l'outil parce que si vous voulez que vos réponses ne varient pas trop avant de passer en production, voilà, vous devrez affiner votre prompt. D'ailleurs, vous voyez que quand on voit ce genre d'instruction ne mentionne pas l'ID Salesforce du compte dans la réponse que tu vas me fournir, ça typiquement, ça se voit, c'est un ajout que j'ai dû faire parce que dans la réponse, initialement, l'intelligence artificielle me mettait l'ID du compte Gimini, alors qu'en fait, l'utilisateur final, ça l'intéresse pas du tout. Vous voyez, il y a des ajustements qui doivent être faits par tâtonnement comme ça. Voilà pour cette partie-là. Et puis, vous remarquez que sur la partie droite ici, sur la partie de configuration, il y a la possibilité de choisir les modèles de langage, donc ce qu'on appelle les LLM en anglais, Large Language Model. C'est un peu le moteur qui va faire tourner l'intelligence artificielle. Et là, pour l'instant, ce qui est fourni en standard par Salesforce, donc c'est donc le LLM de ChatGPT, donc le GPT. Et puis Microsoft a aussi sa propre version avec Azure. Donc là encore, vous pouvez vous amuser à jouer avec les différentes versions de ces moteurs-là pour voir si vous avez des réponses plus satisfaisantes. Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que Salesforce prévoit aussi de pouvoir importer son propre LLM, son propre moteur dans Salesforce. Il y a un module de configuration qui s'appelle Model Builder, qui est paramétrable. Vous pouvez importer alors soit des intelligences artificielles qui sont déjà supportées par Salesforce, Amazon a SageMaker, Google a Vertex. Alors pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir dans ces modèles builders-là, on peut importer des modèles d'IA prédictive. J'ai pas encore bien creusé le sujet d'importer les modèles custo, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des modèles d'IA génératifs pour l'instant qui puissent être importés. Et de ce que j'en ai lu, pour l'instant, mieux vaut utiliser les modèles fournis en standard parce qu'ils fonctionnent vraiment bien avec toutes ces fonctionnalités standards.
du type Field Generation que je vous ai montré. Quand on importe son propre modèle d'IA, ça ne fonctionne pas toujours en standard avec toutes les fonctionnalités de Salesforce. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, rien pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein. S'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais basculer sur le deuxième cas d'usage, qui va faire appel cette fois à Einstein Copilot. Alors, le deuxième cas d'usage, c'est quoi? On a un catalogue de formations. Là, je nous en ai mis 6. On dispense des formations. On est un organisme de formation aussi chez Gimini. Donc là, vous avez un exemple des 6 dernières formations qu'on propose. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander à l'assistant copilote qui est en haut là, avec le petit Albert. Ça nous ouvre ce panneau-là, dans lequel on peut converser avec l'IA. Et puis, je vais lui demander de me conseiller des formations. Donc là, vous comprenez le principe, hein, c'est un peu comme si on avait un chat GPT directement intégré dans Salesforce. Là, l'avantage, il est double, c'est que l'IA qui est directement là, intégrée dans Salesforce va pouvoir se reposer sur de la donnée déjà existante dans le CRM. Donc, elle a déjà le contexte de la donnée, finalement. Et la deuxième chose, c'est que cet environnement va être sécurisé. Bon, il y a déjà des mécanismes de sécurité qui sont intégrés. On le verra en fin de présentation. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Einstein Trust Layer, qui va fournir déjà certaines protections pour anonymiser la donnée, par exemple, ou éviter d'avoir des réponses inappropriées de l'IA. Donc là, par exemple, si je lui demande conseille-moi une formation sur les flows, il va analyser ma réponse et il va chercher parmi le catalogue de formation qui est dans Salesforce. Et il me retourne donc cette formation-là. Ah oui, petit élément important, vous devez voir que certains moments, j'ai des réponses en anglais, d'autres, j'ai des réponses en français. Là, les fonctionnalités d'IA générative actuellement, elles sont sorties de la bêta en langue anglaise. Par contre, elles sont toujours en bêta en langue française. Donc, c'est pour ça parfois que vous avez un petit peu de franglish. Vous avez un mélange des deux dans les réponses. Salesforce, de ce que j'en ai entendu, prévoirait de sortir de la version bêta à la fin de l'été pour la langue française. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a probablement pas d'IA génératif qui soit vraiment utilisé en production chez des clients de Salesforce, hein. Tout ça, c'est encore en bêta. Donc, on a encore peu de retours d'expérience d'utilisation réelle en production. Et d'ailleurs, Rémi, excuse-moi, en fait, on a justement 2 questions. Alors, concernant, la langue, c'est le prompt est-il nécessairement en anglais? Alors oui, le prompt, moi j'avais fait des essais. Alors ça a peut-être évolué depuis, hein, mais il y a la présentation que j'avais faite en interne, c'était il y a 1 mois et demi, je crois. J'avais essayé en français, ça marchait pas. Mais après, donc, j'avais eu l'info justement en participant à un atelier avec Salesforce que l'IA générative entrait en phase de bêta avec la Summer 24. Donc là, pour être honnête avec vous, si ça se trouve en réessayant en français, ça pourrait marcher. Ceci dit, bon, les mêmes pratiques logicielles qu'on a avec nos bons vieux algorithmes, une bonne partie s'applique toujours au paramétrage avec l'intelligence artificielle. La langue de l'informatique, ça reste quand même l'anglais. Donc, pour des orgs qui sont susceptibles de voir intervenir des développeurs potentiellement étrangers, enfin non francophones en tout cas, bon, moi je conseille de quand même toujours instruire ces prompts en langue anglaise. Voilà. Bon, même si c'est pas une règle immuable non plus, hein, bien sûr.
Je vois d'autres questions sur le chat. Ouais, David qui nous demande combien ça coûte. On y viendra, David, sur les licences. On a une slide là-dessus, justement, pour vous détailler le pricing et par licence. Nicolas, donc j'ai répondu à ta question. Il y a probablement personne encore qui est en prod avec de l'IA générative. Il faut vraiment distinguer IA générative et IA prédictive. Hein. L'IA prédictive, pas de problème, hein, on en a en production chez de nombreux clients, mais là, ces fonctionnalités d'IA générative en France, c'est peu probable, mais je m'avance pas trop. Possible de générer une liste d'enregistrement, par exemple une suggestion de recommandation de produits pour un utilisateur. Oui, c'est tout à fait possible, ça. C'est un scénario que je vois bien. Bon, je ne l'ai pas implémenté, donc à tester, mais là, comme ça, je dirais, ouais, ça me paraît bien possible. En tout cas, c'est tout à fait taillé pour ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Typiquement, vous auriez une liste de produits qui serait attachée à l'enregistrement, ou alors votre flow pourrait récupérer une liste de produits et ça pourrait détailler le produit. Alors Nicolas, toi tu me poses la question de la volumétrie. Très bon réflexe. Alors bon, bah 50 000 produits, oui, tu fais référence à la limite de requête, enfin de la limite d'enregistrement que peut ramener une requête. Alors, sur la performance, est-ce que l'IA générative supporte d'énormes même volumes de données? Je pense que c'est limité par les limites de plateforme. Tu cites justement la limite des 50 000. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas testé. J'ai pas, voilà, j'ai pas stressé l'outil au point d'avoir 50 000 enregistrements qui viendraient comme ça. Mais en tout cas, bon point, c'est clair. Encore une fois, les bonnes pratiques de l'informatique qu'on avait avec les algorithmes s'appliquent toujours à l'IA, donc testez la performance. Testez vos prompts sur de gros volumes de données. Voilà, donc oui, faites bien attention aux limites en général et testez la performance, ouais. Même en pré-prod avec une sandbox full. Bon, l'heure tourne, je continue sur le deuxième cas d'usage. Voilà, donc là j'ai donc le cas d'usage où l'assistant conversationnel m'a conseillé une formation qui correspond à ma requête. Alors encore une fois, comment c'est paramétré? Allons voir dans le setup. Donc c'est dans Copilot Studio ici. Donc on a un copilote que vous voyez en bas ici, qui est paramétré en standard par Salesforce. Alors de ce que j'en sais, Salesforce prévoit dans le futur de pouvoir paramétrer plusieurs copilotes. Alors le copilote, c'est vraiment le panneau qui s'affiche là sur le côté quand vous cliquez sur le petit Albert. Et pourquoi? Parce que on peut vouloir donner accès à certaines requêtes à l'intelligence artificielle à une population d'utilisateurs dans Salesforce, grosso modo un profil hein, ou alors un groupe de permission set, et pas à d'autres. Donc dans le futur, ça peut éventuellement être des cas à anticiper. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a qu'un seul copilote. Et ce copilote, alors on va le voir dans un instant, il a des actions qui peuvent lui être affectées. Donc vous voyez que là, on a plusieurs actions. Donc ces actions, ce sont donc, encore une fois, hein, des requêtes qu'on formule en langue humaine à l'assistant conversationnel. Plusieurs sont configurées en standard. Et vous n'aurez pas forcément les mêmes en fonction des clouds auxquels vous avez souscrit. Si vous avez souscrit à du service cloud, par exemple, vous pourrez avoir des requêtes éventuellement liées à Knowledge à cet endroit. Et puis, vous avez aussi donc des actions copilotes qui sont paramétrables en custo. Donc, vous voyez que j'en ai fait une ici en Apex et une autre en Flow. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment ça se représente. Même maintenant, je vais vous montrer l'action. Donc, la première chose que vous faites, c'est que vous paramétrez votre action. Encore une fois, il y a une partie en langue humaine qui est paramétrée ici.
Cette instruction-là, elle va dire à Einstein Copilot quand déclencher cette action. C'est un peu votre trigger, hein, finalement. Donc ça va pas être une série de conditions if, comme on a dans les algorithmes, hein, qui va déclencher telle ou telle action copilote en fonction de la requête qui est formulée. Ça va vraiment être cette instruction en langue humaine. Donc là encore, bah, même méthode, hein, que le prompt qu'on a vu avant. Vous faites des tests en langue humaine, vous itérez, etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez définir les inputs et les outputs pour Einstein Copilot. Alors là, bah, vous voyez que en entrée de ma requête, Copilot va envoyer au flow donc un mot-clé de formation. Donc là, tout à l'heure, il a détecté que je recherchais une formation sur les flows. Et donc, il va envoyer, on verra comment, hein, le paramètre, l'input flow, l'input, pardon, mot-clé, keyword, à mon flow. Et puis, en retour, donc, le flow va me retourner une liste de formations. Donc, allons voir le flow. Il est ici. C'est un bon vieux flow tel que vous les connaissez bien. Donc, c'est un auto-launched flow, pour ceux qui connaissent. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et vous voyez, c'est très simple. Ici, je fais juste une requête pour récupérer un flow qui a dans le nom de sa formation bah, le mot-clé que je vais passer en entrée. Vous voyez qu'ici, dans keyword, j'ai une variable d'input. Je récupère ça dans mon flow, je fais ma requête, et ensuite, j'assigne le résultat de ma requête à ma variable de sortie. Et donc, c'est ma variable de sortie, bah, ça va être en quelque sorte mis en page ici, dans mon output. Et voilà, en vérité, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez que bah, typiquement, là, c'est un exemple où l'IA générative, elle va pas être présente partout. Elle va pas tout vous faire. Là, dans ce use case précis-là, l'IA générative, elle va être utile pour détecter détecter déjà que notre requête porte sur la recherche d'une information. Et ensuite, bah, sur quelle formation? Là, il a vu le mot-clé flow, ça pourrait être autre chose, on pourra refaire un autre test dans un instant. Là, c'est plutôt dans l'analyse du texte que l'IA générative va intervenir. Et ensuite, pour les actions qui s'en suivent, bah, c'est toujours les flows et nos bons vieux algorithmes qui s'appliquent. Et là encore, donc, ces actions-là, si je retrouve mon menu, mon copilote ici, je peux les tester. Donc, dans le Copilot Builder. Et là, ce que vous voyez, c'est que bah, j'ai donc déjà des actions qui sont assignées à ce copilote. C'est à la carte, hein, on peut en assigner d'autres. Et je peux tester ici sur le côté droit. Bah donc, cette fois, je conseille moi des formations sur les Lightning Web Components, par exemple. Et puis, on va voir sur la partie centrale, justement, ce qui se passe un peu plus dans le détail. Donc, comment est analysée ma requête et puis comment le flow est appelé après. On va parler des licences en fin de présentation. Alors, bien que je ne sois pas commercial Salesforce, donc ne prenez pas à la lettre ce que je vais vous dire sur tout ce qui est tarification. La personne qui pourra vraiment vous conseiller sur tout ce qui est tarification et licence, c'est votre commercial Salesforce. Donc, vous voyez ici que bah, il se passe plusieurs choses quand je fais ma requête. Donc, comme je vous disais, il a été en mesure de reconnaître que c'était cette action copilote-là qu'il fallait appeler. Il a détecté ce mot-clé. Il l'a passé à mon flow. Le flow a fait son traitement et voici ce que le flow renvoie en retour. Ce qui correspond à ce qui est mis en page ici, tout simplement.
Et là encore, vous pouvez itérer pour tester votre IA à faire tout ça. Donc un point important qu'on peut retenir avec le recul en voyant tout ça, c'est que l'IA générative, elle est pas magique, hein. Elle va analyser du texte, elle va générer du texte, mais elle vous fera pas beaucoup plus finalement. Il y a quand même toujours une grosse partie de paramétrage de flow ou de code Apex qui doit être fait pour avoir les actions qui vont bien. Si je vous montre le code Apex, d'ailleurs, ça fonctionne un petit peu pareil. Vous pouvez donc, au lieu d'appeler un flow, vous pouvez appeler du code Apex. Donc, vous avez, ça prend la forme d'une méthode invocable. Hein, c'est ce genre de méthode Apex qu'on appelle depuis les flows ou anciennement depuis les process builders. Et puis, vous avez une méthode qui reçoit donc vos inputs. Alors, les inputs ont un format un petit peu particulier, mais on reconnaît bien le mot-clé ici. Et puis, ce que je fais pour l'Apex, c'est une requête de type SOSL, qui est généralement plus indiquée pour faire de la recherche textuelle. Et puis, une fois que j'ai récupéré donc de possibles résultats de formation, je retourne mon résultat. Alors, pour ceux qui connaissent les méthodes invocables, c'est une liste de listes. Ça fonctionne toujours comme ce qu'on a avec les flows. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mais voilà, là encore, ça peut être relativement simple avec l'Apex. Mais ça peut être aussi très flexible. Nicolas qui me demande si l'IA de Salesforce est appelable par l'API. Il y a une API qui est disponible actuellement. On peut interroger le prompt. Et j'avais d'ailleurs fait un test là-dessus. Je lance mon Postman pour te montrer ça rapidement, Nicolas. Einstein, voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, c'est la requête que j'avais fait précédemment de faire des résumés des compétences des consultants Gimini. Donc, j'interroge cette API-là, Einstein Prompt Template ici. Et puis, donc, je précise mon modèle d'invite ici directement dans l'URL, dans l'endpoint. Je lui passe l'ID en dur Salesforce du compte pour lui donner le contexte de la donnée. Et puis, alors, je ne sais pas si j'avais reparamétré. Non, je ne l'avais pas branché à la nouvelle org, c'est dommage. Ou peut-être là. Si je suis toujours logué. Non, bref, c'est dommage. J'aurais dû préparer ce cas-là puisque vous avez montré un intérêt, mais voilà, vous faites cette requête-là en JSON, ça vous renvoie aussi un JSON. Si vous voulez retrouver ça, on a fait un article de blog sur notre blog Gimini. Je vous mettrai des liens en fin de présentation, on vous donnera la présentation. Mais vous avez un exemple à la fin. Hop, 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 hop. Ici, vous voyez le genre de réponse que ça peut donner. Vous retrouvez le texte en output que vous pouvez utiliser. Donc oui, il faut forcément un template, pour l'instant en tout cas, pour appeler les prompt builders. Par contre, je n'ai pas encore vu d'API qui soit disponible pour interroger Copilot, pour interroger une action Copilot. Ça, j'ai pas encore vu dans le catalogue d'API de Salesforce. Mais ça, j'imagine bien que ça viendra. Ce serait quand même particulièrement utile. Et comment ça se déploie? Est-ce qu'il y a des métadonnées? Il y en a quelques-unes. Alors, je ne m'attarde pas dessus parce que je souhaiterais avancer dans la présentation. On est déjà assez en retard. Désolé. Il y a certaines métadonnées qui sont effectivement disponibles pour déployer, mais pas tout. Donc, c'est vrai que ça peut être assez frustrant. Hop, si je tape dans Einstein ou alors plutôt dans prompt, il y avait des métadonnées pour les prompts, voilà. GenAI Prompt Template, par exemple, mais il en manque beaucoup.
Donc voilà, des fois on peut vouloir déployer quelque chose et puis on peut pas tout déployer, toute notre configuration, et c'est un peu frustrant. Voilà, je passe sur le dernier cas d'usage, qui est plus rapide, celui-là, je vous rassure. Donc vous pouvez, hop, si je vais sur un de mes collègues, vous pouvez vous pouvez générer des brouillons d'email qui sont un petit peu contextualisés pour vos clients. Donc ça passe par la bonne vieille action d'envoyer un email à son contact ou à son lead. Et vous voyez qu'ici, j'ai un nouveau bouton composé avec Einstein qui apparaît. Je vais agrandir un petit peu d'ailleurs la fenêtre. Et alors là, soit vous formulez un prompt libre pour expliquer à l'IA ce que vous voulez rédiger comme email. Bon, là, je ne suis pas persuadé de l'intérêt, hein. Si vous avez le temps d'écrire un prompt, autant prendre le temps de rédiger l'email. Mais bon, ça peut varier selon les contextes, hein. Mais sinon, vous avez aussi des instructions qui sont prédéfinies. Donc, ça peut passer par... ah oui, alors là, je ne vais peut-être pas prendre quelque chose qui nécessite d'avoir de la donnée que je n'ai pas forcément. Hop, je crois que j'avais un... C'était celui-là, ouais, par exemple, qui ne nécessitait pas de données en entrée. Là, ce que ça va faire, donc, c'est vous générer un email. Alors là, c'est un email de quoi? Un email de prise de contact. Voilà, tout simplement. Alors la question qu'on m'avait déjà posée une fois, c'est est-ce que c'est compatible avec les email templates, avec les modèles d'email? La réponse est non. J'avais regardé un petit peu. Là, c'est vraiment pour un email ponctuel. Vous pouvez éventuellement, vous retrouverez votre signature que vous avez dans vos paramètres utilisateurs si vous voulez un joli logo qui correspond à votre société. Mais en tout cas, voilà, vous n'aurez pas un email template très élaboré. Une autre question que j'avais eue aussi, c'est est-ce qu'on peut envoyer des emails en masse, des emails de liste qui sont générés par l'IA? La réponse est oui, mais pas avec cette technologie. Là, ce que je vous montre à l'écran, c'est donc les Sales Email Draft. C'est pour des emails commerciaux unitaires, ciblés. Si vous voulez envoyer des emails en masse, bah là, ça correspond sans doute plus à un scénario de campagne marketing. Et à ce moment-là, il y a des outils dont je vais parler un petit peu brièvement sur Marketing Cloud pour faire des emails de campagne marketing. Voilà, et encore une fois, ces emails-là, hop, je vais retourner sur les actions. Vous en avez en standard qui sont fournis par Salesforce. Dans dans les actions, vous voyez ici Draft or Revise Email. Et vous pouvez vous pouvez créer aussi vos propres prompts d'email. Et donc là, ici, c'est quand vous créez donc un modèle d'invite, donc un modèle de prompt. Ici, donc, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit c'est un prompt pour faire un brouillon d'email, soit c'est le field generation, ce que je vous ai montré en premier lieu. Donc de pouvoir pré-remplir un champ par l'intelligence artificielle. Ça peut être un résumé d'enregistrement donc qui sera consulté ensuite par une action de copilote. Et puis Flex, comme le nom le suggère, c'est un peu plus permissif. Ça peut être appelé par des flows, ça peut être appelé par du code Apex, mais vous avez des prompts qui peuvent être appelés par d'autres outils. Et donc, c'est un peu plus permissif. Pourquoi? Parce que vous pouvez lui donner davantage d'input. Ici, vous pouvez ajouter plusieurs inputs, je crois jusqu'à 5, oui, voilà, pour donner de la donnée pour que votre intelligence artificielle puisse faire son analyse. Donc voilà, encore une fois, hein, pas de magie, vous devez préparamétrer certaines choses dans Salesforce pour que tout fonctionne. Voilà pour la démo en live. Je reviens sur ma présentation pour conclure sur certains points. Comme je vous disais, il y a des cas d'usage qui sont spécifiques à certains clouds de Salesforce, certaines activités métiers. Alors, on a vu les Sales Email Draft ensemble, hein, mais rapidement, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes, par exemple, pour faire des résumés d'appels téléphoniques.
Si vous avez des télévendeurs ou si vous avez des agents de support client qui prennent beaucoup de temps à noter, retranscrire, enfin plutôt faire des résumés de leurs appels téléphoniques qui puissent être ensuite repris par leurs collègues, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Ça peut être ça. Ça peut être une assistance pour rédiger des articles knowledge. Ça peut être des recommandations de réponses quand vous chattez ou quand vous avez une communication téléphonique avec vos clients. Sur l'aspect marketing, je vous disais, il y a la possibilité d'être assisté par l'IA générative pour faire des campagnes d'email marketing. On est en train de tester ça pas mal en ce moment avec ma collègue Starlet là, pour un client, que Marketing Cloud puisse faire des emails, générer des emails, du texte d'email, avec des mots particulièrement impactants pour certaines cibles de clients, pour certains segments de clientèle. Donc c'est pour ça que Marketing Cloud d'ailleurs va devoir fonctionner beaucoup de concert avec Data Cloud pour pouvoir segmenter, qualifier vos clients. J'ai même vu sur Marketing Cloud des possibilités de générer des images si vous voulez mettre votre produit en avant. Voilà, vous vendez un produit quelconque et puis vous voulez insérer une image de ce produit-là dans l'email avec un joli fond. Donc c'est une intelligence artificielle qui a un partenariat avec Salesforce qui s'appelle Typeface, qui permet de faire ça. Et puis sur l'aspect commerce, par exemple, vous avez la possibilité de demander à l'IA de faire pour vous des descriptions de produits. Voilà, ce genre de choses peut être aussi assez utile. Je ne sais pas si vous avez des questions encore sur ces cas d'usage. Quelques considérations, quelques retours d'expérience finalement sur ce que j'ai pu tester. Alors ça, je vous l'ai déjà dit, hein, l'intelligence artificielle générative en elle-même, elle ne fera pas autre chose qu'analyser ou générer du texte. Après, les actions qui s'en suivent, c'est toujours les bons vieux algorithmes qui prennent le relais, pour l'instant en tout cas. Ça va évoluer, bien sûr, hein. Et pareil, comme je vous disais aussi, donc l'intelligence artificielle générative, elle ne pourra pas répondre à une requête qui n'a pas de contexte, qui a été paramétrée en amont par l'administrateur Salesforce. Donc typiquement, si j'avais posé une question un petit peu exotique à l'assistant copilote, une question à laquelle il ne savait pas répondre, et ben, tout simplement, l'assistant copilote va vous dire qu'il ne sait pas répondre, quoi. J'avais même fait le test avec mes collègues, donne-moi une recette de tarte aux fraises. Bon, l'IA m'avait dit qu'elle n'était pas pâtissière, quoi. Voilà, qu'elle était là pour répondre à des questions du CRM. Et pour finir, vous le voyez, il y a mine de rien une petite compétence à avoir pour formuler les bonnes requêtes. Donc même vos utilisateurs finaux, donc c'est-à-dire vos vendeurs, vos conseillers clientèle, etc., vous devrez un petit peu les former aussi à ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que si vous les entraînez pas un petit peu, ils risquent d'être un petit peu frustrés. Ils vont poser leurs questions comme ils le feraient à n'importe qui, ils vont pas donner de contexte, etc. Et puis forcément, l'intelligence artificielle saura pas très bien répondre si la question n'est pas correctement formulée. Donc les utilisateurs risquent d'être un petit peu frustrés. Donc voilà, l'intelligence artificielle ne sait pas répondre à toutes les questions, elle ne sait pas répondre aux questions si jamais vraiment il y a un manque de contexte, mais là, l'être humain, il fera pas mieux non plus, hein. Donc prévenez bien vos utilisateurs de ça. Sur l'aspect pricing, j'ai vu plusieurs questions là-dessus. Je peux vous en parler de manière très simple, mais encore une fois, hein, c'est votre commercial Salesforce qui pourra vous confirmer tout ça. Vous connaissez les quatre premiers types de licences sur Salesforce. Salesforce ajoute un 5e package, donc, et ce package-là, il est là si vous décidez de prendre vraiment toute la haute du Père Noël, en fait, hein. C'est toutes les fonctionnalités d'IA générative. Vous avez ce package-là et au moins vous ne vous posez plus de questions, vous avez tout ce que vous voulez, vous pouvez jouer avec. Je vais vous montrer dans la slide suivante qu'il y a la possibilité de faire un petit peu plus à la carte. Je vous le mets en bas de slide. La licence Data Cloud est vendue conjointement, elle est obligatoire, même si vous n'en avez pas l'utilité. Et des fois, vous n'en aurez pas l'utilité.
Et je vous le disais, sur les scénarios marketing, c'est quand même très probable que vous ayez l'utilité de Data Cloud. Data Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de consolider de la donnée de systèmes tiers dans Salesforce. Donc, ça va rapatrier, ça a des connecteurs pour rapatrier de la donnée dans Salesforce. Ça, c'est une première chose que Data Cloud fait. La deuxième chose que Data Cloud fait, c'est d'organiser un petit peu cette donnée, de la qualifier, de la contextualiser pour qualifier vos clients, segmenter vos clients. Ça vous permet de, en quelque sorte, nettoyer la donnée pour mieux pouvoir l'utiliser après. Puisque là, c'est pareil, c'est aussi quelque chose que je peux vous dire, la donnée est très importante pour que l'IA fasse de bonnes analyses. Si vous n'avez pas une donnée de bonne qualité, l'IA, comme un être humain, ne pourra pas vous donner de bons outputs. Donc, si vous ne vous sentez pas encore prêt à faire de l'IA, mais que vous l'envisagez, vous pouvez déjà commencer à assainir vos bases de données. Voilà. Je vous le disais, il y a des possibilités de faire un petit peu à la carte. Alors, moi, sur les orgs de démo que j'ai vus, par exemple, vous voyez que là, j'ai juste une licence Enterprise sur mon org. Et puis, vous voyez que j'ai des petites fonctionnalités en plus qui sont données sur les orgs de démo. Donc là, encore une fois, contactez votre commercial Salesforce. Ils peuvent aménager les offres, peut-être même négocier les prix, à voir. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus, en tout cas. Moi, je suis partenaire Salesforce, donc... point important sur la sécurité, parce que c'est comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant cette présentation, les principes de l'informatique s'appliquent toujours à l'IA et donc vous devez bien tester la sécurité de votre intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, ça peut vous paraître surprenant, mais elle peut être piratée. À partir du moment où vous avez un système qui résonne, ça peut être piraté, hein, donc comme un algorithme, comme un être humain, hein, votre psychologue pourra vous en parler. Mais en tout cas, dès que vous avez un système qui réfléchit, il faut y penser. Alors, il y a une couche de sécurité qui est fournie par défaut, qui s'appelle Einstein Trust Layer, qui va vous faire des choses comme par exemple l'anonymisation de données avant d'envoyer ça sur les serveurs de l'intelligence artificielle, la détection du contenu offensant. Donc, rassurez-vous, normalement, l'IA ne pourra pas vous insulter. Quelque chose d'assez important aussi, c'est qu'il n'y a pas de persistance de vos données clients sur les serveurs de Salesforce. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que pour l'instant, à moins que ça ait évolué très récemment, mais en tout cas pour l'instant, les requêtes que vous générez à l'IA et donc la donnée qui va avec, elles transitent par des serveurs de Salesforce qui sont hébergés sur AWS aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Salesforce s'engage à supprimer toute trace de votre requête immédiatement après, une fois qu'il a fourni l'output. Donc ça, c'est typiquement le genre de question que votre département juridique doit poser à Salesforce si vous voulez être RGPD compliant ou en accord avec la réglementation de la CNIL. Nous, on est des consultants experts techniques de Salesforce, mais sur les aspects juridiques, vous devez faire votre propre investigation. Et après, il y a aussi, en quelque sorte, une éthique des bonnes pratiques de sécurité à respecter avec l'intelligence artificielle. Le premier et le plus important, je vous le mets ici, keep a human in the loop, en bon français, qui consiste à dire que ne donnez pas trop de choses à faire à l'intelligence artificielle en toute autonomie. Ayez toujours un être humain qui valide l'action. Vous donnez des choses à faire à l'IA, vous lui donnez plein de traitements à faire, mais à la fin, il faut que l'IA vous propose de valider ou non une action. Typiquement, on a vu sur d'autres logiciels que Salesforce, des gens qui ont donné un peu trop de choses à faire à l'IA. L'IA a envoyé des emails ou des informations à leurs clients qui n'avaient pas été vérifiées par l'humain au préalable. Et on a des clients qui ont reçu des informations complètement erronées, voire complètement délirantes de l'intelligence artificielle. Donc, c'est là où ça peut rassurer un petit peu ceux qui auraient peur de perdre leur job. Il y aura toujours besoin de l'être humain pour valider toutes les opérations. L'IA n'est là que pour assister, mais elle ne fera pas le boulot à votre place. Pensez aussi bien à tout ce qui est éthique quand vous entraînez votre donnée d'intelligence artificielle, pas faire de discrimination, etc. Bon, ça, c'est des choses que vous voyez même en dehors de Salesforce.
Pour ceux qui auraient envie de jouer avec l'intelligence artificielle générative, il y a des trailheads qui existent et elles fournissent des orgues d'essai qui expirent au bout de 5 jours. Donc voilà, c'est l'IA étant particulièrement coûteuse à maintenir, j'ai l'impression que Salesforce ne donne pas des orgues comme ça, qui en veut en voilà quoi. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous entraîner dessus. Et si vous voulez approfondir, nous avons rédigé 3 articles sur notre blog, sur notre site internet guimini.com, où j'approfondis tous ces sujets. Donc vous retrouverez les cas d'usage que je vous ai présentés, en tout cas les 2 premiers. Mais par contre, ce que vous trouverez surtout, ce sont des liens vers de la documentation, si vous voulez de la documentation technique. J'ai pris le prétexte de ces use cases-là pour vous fournir plein de documentation, pour vous aider à approfondir tous ces points-là. Et moi, de mon côté, j'ai fini. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Ager? En fait, mais en tout cas, là, on a j'espère qu'en tout cas, ce webinaire a été instructif. Vous avez appris des choses, c'est un peu le but. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Gimini, on propose aujourd'hui des POC autour de l'IA générative. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez mes coordonnées dans le mail qui vous a été envoyé et on vous fera parvenir aussi la présentation qui vous a été faite. Et il y a des questions, peut-être encore? Sinon, Alors, la session est enregistrée. Si des gens doivent partir, pas de panique, on vous enverra l'enregistrement. On a bien enregistré, oui, j'espère. oui, c'est bien OK. enregistré, ouais. OK. Parfait. Merci à tous et bon Mais ouais, appétit. merci, au revoir. Au revoir.